Normalement, c'est bon. Eh ben, bonjour à tous. Un très très grand merci à l'association Tréma, Chloé pour toute l'organisation de la logistique. On est ravis d'être ici avec Amélie. On va démarrer l'après-midi. Ça va le son? Oui. On va démarrer l'après-midi avec quelques vignettes cliniques qu'on voulait vous présenter. Alors moi, je vais démarrer. Je suis Stéphanie Blanc, je suis orthoptiste. Je travaille dans un IEM, à l'IEM Saint-Jean-de-Dieu, à Paris, 15e, depuis 25 ans maintenant. Et j'ai aussi beaucoup travaillé à l'hôpital en service de néonat. C'est des cohortes de recherche avec les anciens prémas, un petit peu les séquelles neurovisuelles de la prématurité. Et avec Amélie, qui se présentera après, on va vous présenter quelques cas cliniques. Alors, moi, j'ai choisi, parce que c'est ma pratique principale, de vous présenter le cas clinique d'un enfant cérébrolésé, et ça va faire écho un petit peu à ce qu'a dit le docteur Dalin ce matin. Et Amélie vous présentera des cas avec des tableaux cliniques un peu moins graves, un peu plus léger, je trouve, des apprentissages qui font plus écho à ce qu'a expliqué Michel Mazot. Alfona. Ça ne passe pas immédiatement. C'est bon. J'essaye ça. Comment je vais essayer ça? Alors, attends, c'est parce que je suis là. Normalement, faut que si je clique là, vas-y. Là. Parfait. Alors, bon, on l'a vu ce matin, hein, mais juste, comme on va parler de l'enfant cérébralisé, donc par définition, on va parler de lésion cérébrale. De la vision, il y en a partout dans le cerveau. Hein. On voit ce cerveau plus dessous avec les deux hémisphères écartés. On voit que tout le tractus visuel avec les radiations, le cortex visuel, plus après les voies de traitement du loup et du poids qui ont déjà été présentées ce matin. Il y en a absolument partout dans le cerveau. Donc, le moindre événement qui va venir mettre à mal l'intégrité cérébrale chez l'enfant va potentiellement avoir des répercussions sur le plan neurovisuel. Et c'est ce qui explique, entre autres, l'immense comorbidité des troubles neurovisuels et de la paralysie cérébrale, par exemple. Alors, elles sont évidemment très exposées, surtout au niveau des radiations optiques, hein, les radiations optiques de Gratiolet, comme ça, qui s'étalent un peu au niveau des hémisphères et qui représentent un vaisseau comme ça très fragile et qui vont donc être exposés surtout à certaines lésions typiques de l'enfer prématuré, on va le voir. Donc, les voies visuelles, il y en a beaucoup dans le cerveau, elles sont très exposées. Et les lobes occipitaux sont des lobes qui sont extrêmement gourmands en oxygène. Ils sont très consommateurs en oxygène. Donc, tous les événements périnataux qui vont venir diminuer l'apport en oxygène du cerveau, comme toutes les anoxies et les hypoxies en période néonatale, vont venir un peu mettre à mal cette grande gamme de triage de l'information visuelle que sont les lobes occipitaux et donc potentiellement donner des atteintes neurovisuelles. Alors, les grands tableaux cliniques chez l'enfant cérébrolésé que moi j'observe à l'IEM spécifiquement, ça va être soit les atteintes de la substance blanche, avec ces fameuses leucomalaies périventriculaires très typiques de l'ancien prématuré, hein, qui sont donc des atteintes de cette substance blanche, et qui vont. La substance blanche, c'est vraiment ce qui va permettre de faire communiquer les différentes aires cérébrales entre elles. Quand on a des lésions de la substance blanche, non seulement il y a une lésion qui va pouvoir venir affleurer les voies visuelles, mais en plus, on va avoir une lenteur de communication des aires cérébrales entre elles, qui vont donner notamment cette lenteur perceptive, notamment de l'enfant cérébrolésé, qu'on observe très très fréquemment. Donc, c'est vraiment un premier grand tableau avec des communications qui vont se faire de façon un petit peu aléatoire. Et puis, souvent, c'est le leucomalastie périventriculaire. Elle va se situer dans la zone pariétale supérieure du cerveau et elle va venir affleurer le haut des radiations optiques de Gratiolet. Et c'est ce qui peut expliquer les pseudo-atteintes du champ visuel inférieur chez l'enfant cérébrolésé. On observe de très fréquemment, le docteur Valence a parlé précédemment, avec des
des bizarreries dans le champ visuel inférieur qui sont pas, qui peuvent être tout à fait difficiles à déterminer comme des vraies amputations de champ visuel. C'est vraiment du défaut d'exploration visuelle dans le champ visuel inférieur. Et ça, c'est quelque chose vraiment à rechercher chez l'enfant cérébralisé, surtout pour ces raisons-là. Bien évidemment, les logomalacies périventriculaires dans les zones pariétales vont venir mettre à mal la voie du mot. On a déjà beaucoup parlé pour être grand pourvoyeur de troubles visio-spatiaux. Et puis, l'autre grand tableau clinique qu'on va pouvoir observer, c'est vraiment ces grands encéphalopathes avec des atteintes occipitales massives qui, là, vont souvent présenter dans les premiers mois de vie une cécité corticale, comme il a été décrit ce matin, avec, pour la plupart, une récupération au moins partielle, qui se fait un petit peu toujours dans le même ordre, c'est-à-dire que d'abord, il récupère l'accroche visuelle des lumières, et puis ensuite, avec de la stimulation visuelle, ils vont récupérer la perception des grands objets en mouvement. Parfois, ça va s'arrêter là. Ceux qui travaillent pour enfants polyhandicapés, parfois, on n'arrive pas à aller plus loin que ça. Cette fixation lumineuse, cette attraction lumineuse et cette perception des grands objets en mouvement. Et puis pour d'autres, ils vont récupérer petit à petit la perception des couleurs, la perception des formes. Et pour certains, c'est des enfants qu'on va retrouver avec des séquelles à type d'agnosie ou de dysgnosie visuelle dont parlait le docteur Mazos. Alors, je vais vous parler rapidement d'un petit garçon qui s'appelle Ayman, qui a 9 ans. Donc, tétraparésie spastique secondaire à des logomalacies périventriculaires chez un ancien prématuré, 25 semaines d'aménorrhée, 3 jours, et une anoxo-ischémie néonatale sévère. Donc là, quand on voit ce tableau clinique-là, on va déjà pouvoir poser quelques hypothèses sur le plan neurovisuel. C'est un enfant qui se déplace en fauteuil roulant électrique. Il a un suivi ophtalmo régulier, il a des lunettes qu'il porte, et il est donc scolarisé, une scolarité adaptée de l'IEM, en niveau, alors ce qu'on appelle une classe adaptation cycle 2, ça veut dire grand-chose, mais c'est un niveau grande section CP, on va dire, avec des enfants qui, normalement, à ce stade, doivent entrer dans la lecture, avec la lenteur qui les caractérise et les retards par rapport à l'acquisition. Mais c'est une classe, normalement, où les enfants finissent par entrer au moins dans la voie d'assemblage en fin d'année. Et ce petit garçon, alors ce que je vous ai mis en couleur, c'est vraiment la plainte de l'enseignante. Il ne rentre pas du tout dans la lecture. L'enseignante observe un remblage visuel très lent, un graphisme non fonctionnel, oui, sans doute, avec une tétraparésie spastique. De toute façon, le graphisme manuel n'est pas un sujet. C'est un enfant, comme souvent en IEM, multi-rééduqué, kinésithérapie, orthophonie, car il a un problème de dysphasie, psychomotricité, ergothérapie pour la conduite du fauteuil. Et une deuxième plainte émerge chez ce petit garçon, c'est que la conduite de son fauteuil électrique n'est pas sécure. C'est-à-dire que c'est un enfant qui va facilement de mauvaises trajectoires, se cogner dans les obstacles dans le couloir, avoir du mal à éviter les communs, alors qu'il a compris que son membre fonctionnel, son membre supérieur fonctionnel permet une conduite normale du fauteuil, et l'ergothérapeute a l'impression qu'il y a quelque chose, elle sent qu'il y a quelque chose avec le visuel qui entrave cette conduite du fauteuil. Alors voilà, il m'arrive avec cette plainte-là. Donc, moi, comment je réfléchis en tant qu'orthoptiste? Je me dis logomalacie périventriculaire pariétale plus cérébrale avec anoxo-ischémie, ça clignote rouge quoi, pour les troubles neurovisuels. Hein. La garde triaque des lobes occipitaux a été mise à mal et les lobes pariétaux de la voie du haut ont été mis à mal aussi. Là, ça clignote un peu rouge. C'est un enfant avec une atteinte motrice, donc je dois tenir compte de sa fatigabilité. Je ne vais pas pouvoir lui faire un bilan à rallonge. Il va falloir que je le cible, au moins la première fois que je le vois. Qu'est-ce qui va être pertinent de tester chez cet enfant? S'ajoute à ça ce qu'on appelle le facteur émotionnel qui est très fréquent pour ceux qui travaillent avec des enfants qui ont des paralysies cérébrales. La moindre porte qui claque, le moindre bruit de fenêtre, ils partent en extension comme ça et vous mettez 10 minutes à les récupérer et à récupérer leur attention. Donc, tenir compte de tout ça pour le bilan orthoptique. Et puis tenir compte, alors, Mazo l'a un petit peu abordé tout à l'heure, ce sont des enfants multi-rééduqués, donc il va falloir déterminer un objectif global, des objectifs orthoptiques précis, et tant que faire se peut, des critères qui vous permettent de savoir si ces objectifs sont atteints ou pas. Parce que sinon, compte tenu du tableau clinique, cet enfant-là, je peux le prendre quasiment pour tout le reste de sa vie en orthopsie. J'en rajoute à peine, enfin, il y aura tout le temps des indications.
Donc, est-ce que des troubles neurovisuels peuvent entraver, l'entrée dans la lecture et le repérage des obstacles dans la conduite du fauteuil roulant électrique? Donc, voilà les hypothèses posées. Alors, pour la lecture, qu'est-ce qu'on va pouvoir poser comme hypothèse principale? Avant même d'avoir vu l'enfant, avec le tableau clinique que je vous ai décrit, on va peut-être se poser des questions sur la composante perceptive de la lecture. Est-ce que l'enfant a les percepts de base suffisants pour reconnaître les graphèmes correctement? La composante praxique de la lecture qu'a décrit Michel Mazot, hein, c'est vraiment dans la lecture, ça a été très bien décrit, donc je ne le reprends pas. Il y a vraiment la reconnaissance des caractères, il y a aussi toute l'organisation du regard sur le mot, sur la ligne et dans le texte qui s'acquiert. La lecture est une praxis. À force d'entraîner ces stratégies oculolexiques, on finit par les automatiser et on libère de l'énergie et on augmente sa vitesse de lecture parce qu'on a acquis la praxis lecture. Le dire comme ça. Donc là, l'endurance optomotrice et la composante praxique chez cet enfant, je l'ai mis en gras parce que c'est quand même une hypothèse qui émerge plus que les autres. On va quand même vérifier sur le plan perceptif. Alors, la composante visio-attentionnelle, je l'ai mise en dernier puisque c'est un enfant qui n'est pas encore entré dans la lecture. La composante visio-attentionnelle, c'est comment je positionne mon point de fixation, mon entend visuel, de façon logique pour percevoir, pour déchiffrer au mieux la phrase que je suis en train de lire. C'est des choses qu'on peut tester chez l'enfant lecteur. Encore faut-il qu'il ait eu le temps de mettre en place cette automatisation-là. Donc là, comme c'est un enfant qui n'est pas entré dans la lecture, la composante visio-attentionnelle, pour l'instant, on la laisse un petit peu de côté. Pour ce qui est de la conduite du fauteuil, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il voit mal? Est-ce qu'il lui manque des bouts de champ visuel? Ou est-ce que c'est l'utilisation du regard pour la locomotion, hein, quand on se déplace dans un environnement, notre rétine centrale nous sert à ancrer un objectif et notre rétine périphérique nous sert à gérer la trajectoire, les obstacles et comment je vais me mouvoir avec, soit avec mon corps, soit avec mon fauteuil, en l'occurrence, dans cet espace-là. Donc, voilà un peu les hypothèses qu'on va pouvoir poser. Donc, cet enfant, les éléments sensoriels, il est suivi sur le plan ophtalmo, il a une hypermétropie avec un astigmatisme, il est bien corrigé, son acuité visuelle est normale, ça est confirmé et vérifié par la consultation en ophtalmologie. Je lui teste son champ visuel attentionnel pour ne pas l'épuiser au Goldman. Ils ont vraiment une fatigabilité extrême, donc il faut essayer de faire au mieux, le plus rapidement possible, pour ne pas les épuiser. Donc, champ visuel attentionnel dans les 6 cadrans, pas d'amputation, pas de plainte au niveau de la vision des couleurs, je passe très rapidement. Je teste rapidement les contrastes. La vision des contrastes chez l'enfant cérébralisé est souvent un peu vissée de côté. Il y a des choses très simples à faire avec des cartes en contraste dégressif comme ça pour vérifier qu'il n'y a quand même pas une chute de sensibilité au contraste qu'on peut observer chez certains de ces enfants au niveau de la sensibilité rétinienne. Pas de problème de ce côté-là, pas de trouble accommodatif, comme on a pu évoquer tout à l'heure. Une vision stéréoscopique absente, on verra un strabisme juste après. Je vous ai mis quelques photos de matériel qu'on peut utiliser. Alors, celui-là, je voulais photographier parce que c'est un test de vision des couleurs agrandi. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la déficience. Ah, c'est pas la même souris. Voilà. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là. Ils ont refait le 15 jours en agrandi. Je trouvais ça intéressant. Petit aparté sur les lunettes, je pense que vous connaissez tous ça, mais je vous le remontre. Moi, le jour où j'ai découvert ça, je crois que j'ai équipé l'intégralité de l'Institut d'éducation motrice avec ça. Donc, des petits crochets en silicone qui s'enfilent sur les broches de lunettes. Alors, ça va sur toutes les lunettes, hein, toutes les tailles. Pour les enfants cérébrolésés avec des hypotonies, des, vraiment des grosses hypotonies, la tête qui tombe, la têtière du fauteuil qui vient taper sur la lunette et la lunette qui se retrouve comme ça la moitié de la journée parce que la têtière du fauteuil tape. C'est quelque chose de très utile. Je passe rapidement là-dessus, j'accélère un petit peu. Les éléments optomoteurs. Alors, on ne fait pas l'économie de chercher l'œil directeur chez l'enfant cérébrolésé, parce que c'est un œil, un des objectifs de la rééducation orthoptique, c'est de permettre à l'œil directeur de jouer son rôle correctement, servir un peu de pilier. Donc, c'est un enfant qui est œil droit directeur, il a le strabisme typique de la paralysie cérébrale, l'incoordination oculaire, avec des angles extrêmement variables. Alors, on donne des fourchettes d'angles, même si c'est entre 0 et 20, mais on donne quand même des fourchettes.
pense que les dames seront d'accord. Pas de limitation musculaire spécifique et une motricité conjuguée très, très typique là aussi de la paralysie cérébrale, une fixation très fugace, une poursuite quasiment encéphalique, une grande rigidité oculocéphalique et des saccades qui se déclenchent mal, très peu endurantes, avec besoin d'une aide auditive et proprioceptive. C'est-à-dire que pour déclencher la saccade, il faut que je lui donne la couleur de ce qu'il doit aller regarder et que je lui dise d'aller poser sa main, pas sous le doigt parce qu'au niveau de la motricité, il ne peut pas, d'aller poser sa main pour que la saccade se déclenche. Je crois qu'il y a vraiment besoin d'un étayage et auditif et proprioceptif. Alors, à ce stade, qu'est-ce qu'on valide comme hypothèse? La composante perceptive, on va l'approfondir un petit peu, mais c'est surtout la composante praxique dans la lecture. On se doute bien qu'avec une oculomotricité qui ressemble à ça va être compliqué d'avoir la finesse des stratégies oculolexiques qui se met en place correctement. Donc oui, on valide l'hypothèse plutôt d'une composante praxique de la lecture qui va dysfonctionner. Et pour la conduite du fauteuil, on se doute bien, vous savez, faire des saccades comme ça à 30 cm, c'est le relais rétine centrale, rétine périphérique. C'est vraiment l'appel de la rétine périphérique qui permet de venir emmener sa fixation sur une autre cible. Donc effectivement, chez cet enfant, ces deux hypothèses-là peuvent tout à fait être valides. Donc, à ce stade-là, il est déjà fatigué. Donc, il va falloir cibler qu'est-ce qu'il y a de plus urgent à faire avec lui dans la partie fonctionnelle du bilan. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de le mettre en situation de lecture, mais il est non lecteur. Alors, je vais lui proposer de programmer des saccades qui vont se rapprocher des saccades de lecture, mais sur du matériel non lexique. Donc là, par exemple, je dis la couleur du premier point. Alors, il n'y a pas la possibilité en extension de venir pointer avec le doigt, mais avec une petite baguette, il se débrouille plutôt bien. Il est dans une position confortable qui me dit rouge, bleu, vert, bleu. Et comme ça, on l'oblige avec un étayage auditif et proprioceptif, et on voit si les saccades se déclenchent. Voilà un peu le type de matériel qu'on peut utiliser, à défaut d'utiliser un DEM test, par exemple. Pour lui, c'est trop compliqué, c'est trop petit, il va s'épuiser, on va avoir des résultats trop déficients, et donc il faut bien trouver quelque chose. Bon, on peut tester en monoculaire et en binoculaire, monoculaire sur l'œil directeur, pour voir s'il n'y a pas un problème de coordination, enfin de coopération oculaire, parce qu'il est en strabisme, binocularité, mais voilà, donc on va le mettre en situation, c'est ça le bilan fonctionnel, et ensuite pour la conduite du fauteuil, on va le mettre en situation. Là, j'invite les orthoptistes à sortir du cabinet. Cette non-appétence pour le lointain dont parlait le docteur Dalin, c'est vraiment quelque chose qu'on observe très très souvent. N'hésitez pas à faire des parcours moteurs avec les ergots, avec les psychomodes, avec tout ce que vous avez, ou tout seul, s'il n'y a personne d'autre, sur le parking, dans le couloir. Il faut absolument mettre l'enfant en situation de vision de loin pour voir si ce relais rétine centrale, rétine périphérique se met en place ou pas. Voilà le type de petit parcours qu'on peut proposer en bilan. Alors là, c'est derrière, en fait. J'ai fait une petite marchante avant. Après, j'ai fait quelques éléments pour qu'il y ait la place de faire passer le fauteuil. Mais on voit très bien si l'enfant respecte la trajectoire, s'il y a des sorties de route et s'il évite correctement les obstacles. Et là, on observe que rien ne fonctionne. On a une grande difficulté à la fois dans les obstacles et à la fois dans le suivi de la trajectoire. Quand même une petite vérification perceptive, puisqu'on avait quand même un petit sur la composante perceptive de la lecture, on n'était pas très inquiet, on était quand même beaucoup plus inquiet sur le plan pariétal et sur le plan optomoteur. Effectivement, le score perceptif au KOPD est bon, et on voit que le score viscopositif s'effondre. Bien évidemment, il a des leucomonacies périventriculaires dans la zone pariétale du cerveau. Mais ça ne va pas être notre objectif de rééducation premier, parce que ce n'est pas la plainte. Ce que je veux vous dire, c'est que si on part sur une rééducation visio-spatiale pour cet enfant-là, on ne s'en sortira jamais. Donc là, la plainte, c'est quoi? Quel est l'objectif global? De redonner à cet enfant une orientation volontaire du regard la moins coûteuse possible compte tenu du tableau clinique, d'éviter la double tâche permanente, cette fatigue qu'ils ont de façon permanente à orienter leur regard, à la fois dans les activités de lecture et à la fois en vision de loin. Il va falloir proposer des séances de rééducation en vision de près et en vision de loin. Sur le plan purement orthoptique, on va entraîner la motricité conjuguée dans les limites de la pathologie. On sait bien qu'on ne normalisera pas ni les saccades ni la fixation. En revanche, on ne va pas se priver de travailler en monoculaire sur l'œil directeur
en travaillant l'ancrage de fixation avec ce qu'il est capable de faire sur le plan moteur, mais vraiment pour réancrer cette fixation par rapport à la posture sur l'œil directeur. Travailler la dissociation oculocéphalique, ça marche bien. Travail tête tenue et puis on lâche, puis tête tenue et puis on lâche. Et on obtient comme ça une amélioration de la coordination œil-tête. Le déclenchement visio-visuel, c'est-à-dire petit à petit, enlever l'afférence auditive et l'afférence proprioceptive qui sont nécessaires pour déclencher la saccade, pour que la vision se suffise à elle-même. On refait le chemin dans l'autre sens. Solliciter les stratégies de lecture, d'abord sur du non lexique, et puis ensuite, petit à petit, au fur et à mesure de ses progrès, sur des lettres et des petites syllabes, en fonction de ce qu'il peut faire. Et puis, se donner des critères d'évaluation pour lesquels on considérera que cet objectif sera rempli. Un nombre de saccades aller-retour, un exercice de pseudo-lecture sur une feuille, il va devoir aller jusqu'à la moitié de la feuille ou jusqu'à la fin de la feuille. On fait en fonction de ce qu'on peut, mais on se donne des critères, parce que sinon, on ne s'arrête jamais. Quelques photos pour terminer. Voilà le travail de l'ancrage de fixation sur l'œil du lecteur. On cache l'œil gauche. Alors ça, c'est un matériel que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des petites ardoises avec un petit stylet qui fait sortir des petites boules. Ils adorent ça. Donc, c'est vraiment du pointage fin. C'est sous-tendu par la fixation. On recrute de la fovea sur l'œil directeur. Là, on est vraiment dans l'ancrage de fixation. Et ensuite, il doit venir appuyer avec son doigt. Des travails de coordination avec main. Ne pas hésiter avec l'enfant cérébro-lésé à travailler sur les tables rétro-éclairantes. Ils adorent ça. Il y a un engagement attentionnel qui est meilleur. Pour les enfants pour lesquels c'est compliqué, ça peut être une solution. Les routes de saccade, je ne m'arrête pas dessus, puisque avec tout ça, on fera après en vidéo. Voilà. Donc là, c'est l'iPort, Amélie va vous en montrer une autre. Et je termine parce que je suis très en retard. Voilà le type de support qu'on peut utiliser pour solliciter les saccades. Alors, on essaie de trouver des choses un peu ludiques, le double, je le connais. C'est vraiment de la mise en jeu de la saccade. Une fois qu'on a rééduqué la saccade en elle-même, on va mettre en jeu la saccade dans des situations un petit peu ludiques pour l'enfant. Et puis ensuite, on va passer en vision intermédiaire et en vision de loin, avec des parcours moteurs, de suivi de trajectoire, d'évitement d'obstacles. Et puis, alors ça, c'est un jeu de golf que j'aime beaucoup. L'enfant doit jeter, il n'y a vraiment pas besoin d'une grosse motricité, mais des petits sacs de sable sur des cibles. Et ça permet, comme ça, petit à petit, de travailler le relais rétine centrale, rétine périphérique, en vision intermédiaire et en vision de loin. Je vous remercie pour votre attention. Merci Stéphanie. Moi, je vais continuer avec deux cas cliniques que l'on peut trouver plus communément en cabinet en libéral. J'ai choisi une petite fille qui est née prématurée et qui a des troubles du langage écrit, et puis un petit garçon qui a un TSA avec un déficit intellectuel. Donc voilà Mariana. Mariana, elle est arrivée au cabinet pour un bilan orthoptique il y a 4 mois. Vous voyez ce petit truc qu'elle a derrière l'oreille, là, c'est exactement ce dont parlait Stéphanie. C'est le truc incroyable qui fait tenir les lunettes sur le nez et regarder au milieu des lunettes. C'est juste dingue. Ça coûte 4 centimes. Ça s'appelle des manchons en silicone pour lunettes. Et il faut prendre ceux qui ont la forme de la virgule. Donc Mariana, elle est arrivée au cabinet étrangement adressée par son ophtalmo parce qu'elle avait des maux de tête. Et en reprenant un petit peu l'anamnèse, je me rends compte que elle est née à 30 semaines d'aménorrhée, elle a un frère jumeau. Ils ont été hospitalisés pendant 6 semaines en néonat après leur naissance. Et ils sont lusophones. Ils ont habité le Portugal pendant 3 ans avant d'arriver en France. Elle a mal à la tête souvent depuis quelques mois. Et la maîtresse a demandé un bilan orthophonique parce que elle trouvait qu'elle sautait des lignes et qu'elle avait du mal à copier au tableau. Elle porte ses lunettes très bien depuis qu'elle a 4 ans. Ça fait à peu près 3 ans et demi qu'elle a ses lunettes. J'étais un peu étonnée de la faible correction, mais il semblerait qu'elle soit tout à fait correcte. Et elle est prise en charge une fois par semaine en orthophonie depuis un mois.
parce qu'elle a eu la chance de trouver une orthophoniste. Donc, dans mon bilan, je vais un peu à la pêche aux informations et le travail premier de l'orthotiste est de savoir comment l'enfant y voit, est-ce qu'il y voit net, comment est-ce qu'il oriente son regard, est-ce qu'il y a un strabisme, est-ce qu'il n'y en a pas. Donc, chez Mariana, je me rends compte très vite qu'elle a une exophoritropie de près qui est plus importante que son angle de loin et qu'elle arrive à peine à fusionner à, à peu près un petit peu de près et que de loin, c'est pas possible. Donc, déjà, dans son fonctionnement de la vision binoculaire, elle est empêchée par ce grand angle qu'elle doit compenser et ensuite, elle n'arrive pas à maintenir la fixation et de toute façon, pas bien de loin. Son accommodation est bonne, ce qui vient me conforter sur la normalité de sa correction. Elle a une très bonne vision stéréoscopique. Dieu merci. Ça veut dire que quand elle fixe de près, elle compense la plupart du temps son angle d'exophoritropie. Et par contre, quand je lui demande de mettre en œuvre la motricité conjuguée, alors là, on arrive à quelque chose de très coûteux dans toutes les directions, avec une grande lenteur et tout de suite des mouvements d'appui mandibulaire. L'avergence loin-près, c'est-à-dire exactement ce qu'on fait quand on copie quelque chose au tableau. Les axes visuels se, se mettent en œuvre et puis se relâchent. Et chez elle, c'est réussi, mais seulement si on l'aide à prendre conscience de ces deux axes visuels. Donc voilà, le bilan montre une exophoritropie à compenser, pas facile, avec une motricité conjuguée qui est coûteuse. Ça, c'est la partie sensorielle et motrice. Et je suis passée à la partie neurovisuelle. Elle m'interrogeait parce qu'il y avait une plainte clairement de lecture, donc je l'ai faite lire pour avoir une fluence. Et elle était à 27 mots par minute, ce qui équivaut au 7e percentile de sa classe d'âge. Le DEM test, on en a parlé ce matin. Euh, C'est un test qui nous permet de comparer la vitesse propre de l'enfant avec sa vitesse de dénomination et le travail oculomoteur fait comme si elle lisait. Donc là, vous avez malheureusement, c'est ce matin en vous écoutant, docteur, à mettre la photo du vrai test, parce que là, nous n'avons que la feuille de recueil. Dans le test du DEM test, il y a des chiffres à lire dans le sens de la lecture en revenant à la ligne et avec des points qui sont espacés de façon aléatoire et qui reproduisent un peu le mouvement visuel de la lecture le long de la ligne et le retour de la saccade de retour à la ligne. Du coup, on a sans la lecture, chez des enfants qui sont en difficulté pour lire, la pénibilité du travail oculomoteur. Et chez Mariana, vous voyez qu'elle avait une vitesse de dénomination qui a été notée à moins 2,74 écart type au premier bilan. Et elle n'a pas pu faire le travail oculomoteur, elle se perdait tout le temps. Elle était incapable de pouvoir poursuivre le test. L'attention visuelle sélective, c'est-à-dire une tâche de barrage de l'EDA, nous a montré qu'elle était dans la moyenne, faible, mais dans la moyenne. Bon, c'est pour un écart type, donc pas de souci pour elle pour, a priori, l'exploration visuelle en même temps que la mémoire de travail, en même temps que les coordinations les mains. Vous voyez que l'attention visuelle sélective, ça regroupe quand même trop de choses pour que ce soit signifiant, mais n'empêche que j'étais contente pour elle que ce soit normal. La copie de la mini-figure de poêle montre tous les optiques. La figure est complète. Donc, a priori, pas de trouble du graphisme ni de la copie visio-spatiale. Et dans le KOPB, pour m'assurer qu'elle ait une bonne perception visuelle et que ses capacités visio-constructives soient normales en 2D, elle a un score supérieur aux enfants de son âge. Donc, tout va bien. Donc, la conclusion de ce bilan initial pour cette petite fille, c'est que son acuité est normale, sa flexibilité accommodative aussi. Par contre, ses capacités de fusion sont très faibles, et encore plus en vision de loin qu'en vision de près.
Elle a un grand angle de déviation des axes visuels à compenser. Elle arrive à le faire de près, mais pas de loin. Et la mise en œuvre de sa motricité est très compliquée. Et d'un point de vue fonctionnel et neurovisuel, on voit qu'il y a un conflit entre les stratégies du regard et l'affluence de lecture. Qu'est-ce qui dysfonctionne? Est-ce que c'est parce que cognitivement, elle n'a pas appris à déchiffrer ou est-ce que ce sont ses yeux qui l'empêchent de le faire? Voilà, donc c'est ça ma question à la fin du bilan orthoptique, sachant qu'il n'y a apparemment pas de problématique visio-spatiale. Donc mon objectif pour cette prise en charge de cette petite fille, ça va être de rendre l'orientation volontaire du regard moins coûteuse pour éviter qu'elle soit en double tâche en permanence et entraîner l'automatisation de la motricité conjuguée en même temps que je lui fasse faire des exercices pour entraîner les stratégies de lecture sur un matériel qui n'est pas de la lecture. Alors vous allez voir ici un exemple de travail de motricité conjuguée de loin sur une rampe où il y a des petites LED qui s'allument. Ici, je vous ai mis un programme aléatoire, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas où va s'allumer la prochaine petite diode et elle doit faire très attention entre son champ périphérique et sa vision centrale de pouvoir aller chercher le point lumineux qui s'allume pour aller le fixer. Dans cette petite vidéo-là, on a le travail en vision de loin avec des lunettes qui s'appellent des verres striés de Bagolini qui permettent à Mariana de prendre conscience de ce que fait son œil droit et ce que fait son œil gauche. Est-ce qu'elle fait l'exercice correctement en convergence en vision de loin? Ça fait comme une petite croix pour elle dès qu'elle réussit bien. Et puis, sur une baguette de saccade, vous voyez que les saccades horizontales ici, qui sont avec un espacement fixe, lui permettent d'automatiser son geste et d'être le plus précise possible dans toutes les directions du regard. Cette rééducation, j'utilise aussi des exercices qui vont l'entraîner à faire, à orienter son regard en 2D de façon à ce que ça puisse entraîner la lecture et les mouvements de saccade et de fixation de la lecture. Et ici, vous avez un exemple d'exercice où elle doit sauter un élément et se poser sur celui d'après, toujours de gauche à droite, dans le sens de la lecture. Là, j'étais obligée de lui réexpliquer un petit peu la consigne parce qu'elle avait déjà oublié qu'il fallait sauter quelque chose. Et c'est en double tâche. Évidemment, les fonctions exécutives ici rendent la tâche un peu plus difficile que si on faisait euh, vignette après vignette. Au milieu, vous avez des exercices qu'on trouve dans des fichiers très bien faits où on doit soit trouver l'intrus, soit dessiner quelque chose dans un labyrinthe en passant par des lettres. Voilà, voilà de façon ludique comment pouvoir entraîner la coordination visio-motrice, la fixation, la recherche d'indices visuels. Et ici, vous avez un outil qui est intéressant chez iAction qui propose sur la ligne tout un tas de lettres, mais il y a 2 ou 3 lettres au début et à la fin de chaque ligne qui font un mot. Karato, bato, talo. Et elle doit prendre l'information au début de la ligne et à la fin de la ligne. Début de la ligne, fin de la ligne. Et comme ça, j'entraîne Mariana sans forcer trop sur la lecture à utiliser ses yeux correctement. À la fin de 4 mois de rééducation, on a refait un DEM test et vous voyez que je voudrais vous expliquer comment ça a été possible et qu'est-ce qui a fait en sorte que sa vitesse de dénomination soit, à mon avis, plus correcte que la première fois que je lui ai présenté. Mariana, elle est hyper timide et je lui ai présenté le DEM test en premier bilan et elle avait moins de 74 en vitesse de dénomination, ce qui correspondait certainement pas à son niveau. Mais après quelques mois de travail ensemble, je la revois et elle a moins 1,30. Elle est très lente et je pense que c'est cette vitesse-là
qu'il a, c'est de cette vitesse-là dont elle dispose pour faire les choses. C'est-à-dire que Mariana, il va falloir lui laisser du temps pour ses apprentissages. Et vous voyez que le travail moteur est noté à -1,16 écart type, ce qui montre une belle amélioration de sa motricité conjuguée, déjà, après 4 mois de rééducation. Malheureusement, elle est restée au 7e percentile en fluence de lecture, mais ça fait pas assez longtemps qu'elle est en rééducation en orthophonie. Et moi, je suis contente d'avoir pu améliorer ses capacités visuelles pour qu'elle puisse enfin faire des progrès en lecture. Donc, ce premier temps de rééducation pour Mariana lui a servi à avoir un moindre coût visuel dans ses apprentissages. En haut, vous voyez que les capacités de fusion pour ceux qui sont initiés à ce genre de drôle de notation sont devenues quasi normales. Voilà, et Mariana a le sourire, elle est une petite fille sympathique. Son diagnostic de dyslexie est en cours d'élaboration. Elle va revoir son ophtalmo dans 6 mois. Bah oui, on vient en libéral, c'est comme ça que ça se passe, avec les gouttes pour être sûre de sa bonne correction, parce que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas eu les gouttes. Je pense que sa scolarité s'annonce difficile à cause de sa dyslexie, mais on n'en est pas encore à demander un maintien, et elle aura un risque que si on se pose des questions sur la suite de sa scolarité. Sa rééducation orthophonique est à intensifier 1 fois par semaine. Je pense que c'est pas suffisant, mais encore faut-il trouver des gens disponibles. Et moi, je la reverrai 3 fois dans l'année scolaire, à raison de 6 semaines de rééducation, 1 fois par semaine. Comme ça, je ne surcharge pas son emploi du temps pour ne pas l'épuiser, parce que déjà à l'école, c'est compliqué. La rééducation orthophonique lui demande beaucoup d'énergie, et à ses parents aussi, parce qu'il faut accompagner cet enfant à chaque fois dans des endroits différents. Voilà, on peut se trouver dans la demi-heure d'après en libéral avec Hayden, qui a 5 ans et 4 mois, qui est venu faire un bilan. Et ce petit garçon a été adressé par le CAMS. Il est, d'après ce que je comprends, suivi depuis l'âge de 6 mois. À la demande de la psychologue du CAMS, on a demandé une exploration neurovisuelle. Donc, je sais par le courrier du médecin qu'il a eu en juillet dernier un diagnostic de troubles du spectre autistique et de déficience intellectuelle. Il porte des lunettes depuis le mois d'août. On est un peu surpris parce qu'il a déjà 5 ans, presque et demi, mais il a un astigmatisme qu'il fallait corriger. Et, euh, et je me renseigne sur ses prises en charge actuelles. Il va 2 fois par semaine en orthophonie en libéral, 1 fois par semaine en ergo au CAMS et 1 fois par semaine en groupe estime de soi. Et voilà le bilan établi pour Hayden. Son acuité visuelle a été vérifiée. Évidemment, j'ai fait ce bilan sur plusieurs séances, parce que sur une séance, il ne pouvait pas être attentif pendant une demi-heure ou même 1 heure. Donc, on a pris notre temps. Les choses certaines que je peux transmettre, c'est qu'il a une bonne acuité visuelle de chaque côté. Il a même une vision du relief qui existe. Alors, c'est très difficile pour des enfants qui ont des déficits intellectuels de répondre à certaines de nos questions, mais avec des tests appropriés, on peut essayer d'avoir des bribes d'informations. Et une petite exophorie avec une motricité conjuguée très compliquée à mettre en œuvre. Encore une fois, Hayden, il obéit à pas grand-chose comme consigne. Donc il faut que j'invente des choses des petits exercices qui vont me faire observer les choses que je veux connaître. Les gnosies visuelles, il n'aurait pas à gérer au fil du jour parce que c'est trop long et trop compliqué, mais j'ai utilisé la tête dans les images. Et il a répondu, je montre une image isolée, et puis après, je montre une image où il y a 3 photos, enfin, par exemple une fraise, et dans l'image d'après, il y a une fraise, une cerise et une pomme. Et donc, il doit me dire le même que celui d'avant. Ou alors, s'il ne peut pas en mémoire retenir, je lui montre les 2 cartes, où est la fraise dans la deuxième carte. Donc, comme ça, je sais qu'il a reconnu tout ce que je lui ai montré.
Dans les figures enchevêtrées, il n'a pas dit grand-chose sur la figure de Pillon. Est-ce que c'est parce qu'il a une simultagnosie? Ou est-ce que c'est parce qu'il manque de vocabulaire? Ou est-ce que c'est parce qu'il manque d'attention? Finalement, il va falloir creuser encore un petit peu l'affaire. Ou peut-être il y a des trois. Dans la discrimination figure-fond, il ne m'a nommé que 2 animaux sur les 10 de ma carte. Bon, bah, pareil. Est-ce qu'il s'est lassé? Est-ce que c'est trop difficile? Chez les petits enfants déficients intellectuels, c'est souvent compliqué. Mais on prend ce qu'on a. On prend ce que lui nous donne. Et dans son score du KOPV, je trouve un score bien chuté quand même en visio-perceptif et carrément pathologique en visio-constructif. Vous voyez ici la photo de ce qu'il a pu copier sur la figure de la mini poêle. Il y a des croix, il y a des ronds, il y a un semblant d'oblique. Il y a des choses. J'ai hâte d'être dans 6 mois pour pouvoir recommencer. On verra. On verra. Et très curieusement, dans les 3 cubes, dans les 3 figures de cubes de Leda à reproduire, il est carrément bien par rapport aux enfants sauvages. Je voulais revenir un petit peu sur le résultat du KOPV. Le score visio-perceptif est à -2, 13 écart type. Vous voyez qu'il a fait des erreurs un peu partout, aussi bien dans la dimension que dans l'orientation. Et très, très étonnamment, dans l'organisation spatiale, il a bien répondu. Donc, je me suis dit que c'était pas forcément euh, de l'impulsivité. Est-ce que c'est par rapport à sa fragilité perceptive? Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas compris ma consigne et qu'il a répondu au pif à chaque fois? Est-ce qu'il a vraiment eu de la chance dans l'organisation spatiale et il a eu 2 bonnes réponses sur 2? Voilà, on verra dans 6 mois. Et j'étais heureuse de voir ses capacités constructives parce que il a élaboré à chaque fois la copie de la figure. Donc, est-ce que mon score de construction des cubes, qui était bon, correspond chez lui à une bonne capacité visio-constructive, qui est certes pas encore aboutie, mais qui est vraiment en work in progress, comme on dit. Voilà, donc pour le bilan d'Hayden, la déficience intellectuelle impacte forcément la compréhension des tests de mon bilan et son état émotionnel aussi. Il a une acuité normale sans strabisme, avec une bonne vision du relief, en tout cas une qui existe. Donc ça, pour sa vision binoculaire, c'est essentiel. La mise en œuvre de sa motricité est très, très appliquée. Il reconnaît bien les images et les objets. Il ne réussit pas forcément lors de la discrimination, quand la discrimination est plus compliquée. Donc, on va pouvoir réévaluer ça dans quelques mois. Son analyse perceptive est entravée par son impulsivité et sa difficulté à comprendre. Les capacités visio-constructives évoluent et se structurent. Les difficultés visio-motrices compliquent le tout parce que sa motricité fine et son organisation du geste n'est pas encore très sûre. Je vous ai mis quelques éléments de rééducation qui vont aider Hayden dans ma rééducation, dans ma prise en charge. Il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit rapide et il faut qu'il puisse atteindre les objectifs de ce que je lui demande. Parce que si je lui demande quelque chose de trop compliqué, il va se braquer et il va me dire que ça ne l'intéresse pas, en me le faisant comprendre, bien évidemment. Donc, il y a un must dans les rééducations orthoptiques chez ces enfants-là, c'est d'être employés chez Gogo Gelato pour faire des glaces. Et ils doivent réussir à faire la même chose que le modèle. Donc, les jeunes déficients sont très fans parce qu'on met en scène. Vous voyez la fiche en 2D, donc sur montre-moi quel est le même, quelle est la même taille. Donc là, on est dans le travail perceptif de la dimension. Dans le puzzle de Nathan que je vous ai mis après, il y a tout le vocabulaire spatial, devant, derrière, au-dessus, en dessous, avec des animaux. Euh, un peu ambitieuse en lui proposant ça, parce que le tableau à double entrée, ça l'a un peu perdu, mais je désespère pas. Et puis, je termine par un jeu avec des images et un modèle de construction qui l'ont encouragé à prendre le bon élément et à le remettre comme sur le modèle. Et ça, c'est des choses qu'il sait faire et qu'il aime faire. Donc, on finit toujours par un exercice qui le valorise. Voilà.
Merci de votre attention.